Présidente. Bonsoir, vous pouvez vous asseoir. Alors, l'Assemblée poursuit le débat sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 21, loi sur la laïcité de l'État. Alors, je suis prête à céder la parole. Monsieur le député de Jacques-Cartier, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Québec est une société distincte et une société interculturaliste. Mais d'être une société interculturaliste, c'est quoi exactement? Québec est un arbre toujours en croissance. Le tronc de l'arbre, c'est notre langue, notre culture et notre charte des droits et libertés. Sculpté sur l'écorce, c'est le slogan « Je me souviens ». Notre arbre a vécu beaucoup dans son histoire. Arrivée des Européens, la conquête, des révolutions des patriotes, la naissance du Canada, 2 guerres mondiales, une révolution tranquille, plusieurs négociations constitutionnelles, 2 référendums, une guerre en Afghanistan et en Irak, et la mondialisation et les changements climatiques. Les branches sont les Québécois. Nous avons construit une société libre avec des programmes sociaux ambitieux pour créer une société plus égale pour tout le monde. Nous sommes les porteurs des souvenirs de notre histoire collective. Et nous avons toujours le devoir de s'assurer que notre arbre est en croissance. Mais je pense que présentement, nous sommes en train de donner une bonne coupe d'âge à notre tronc. We are able to flourish because we can live in a society that is equal and just, where all citizens are treated equally by their government. We are on the verge of making a major change to individual freedoms where citizens will no longer be placed on equal footing because of their religious beliefs. Religion is of conscience and can't be separated from a person. If someone who wears a large cross, a kippah, a turban, or a hijab wants to one day sit as the next Speaker of this National Assembly, democratically elected by a proud and free people, it does not pick my pocket nor break my leg. Rights are bridges that unite people together and build societies up. This bill is a step towards tearing bridges down. What my family has contributed to this collective memory? Why are rights such an important issue for myself? Madame la Présidente, je veux juste commencer avec un petit point d'un historique de quelque chose qui est passé dans les années 1940, quand M. Frank Ron Corelli il a eu son liquor license enlevé par le gouvernement de M. Duplessis. Pourquoi M. Duplessis, l'ancien premier ministre du Québec, a décidé de faire ça? C'est parce que M. Ron Corelli a décidé de payer des cautionnements d'environ 300 différents témoins de Jéhovah. F.R. Scott, le fils de F.G. Scott, prêtre anglican ici à Québec, juste à l'église de Saint-Mathieu, sur la rue ici de Saint-Jean, le fils d'eux a décidé de lutter pour les droits des individuels et pour une charte ici au Québec et au Canada. C'était M. F.R. Scott qui a plaidé pour M. Ron Corelli. La Cour suprême a tranché en faveur de les droits de M. Ron Corelli et aussi des témoins de Jéhovah. Un fils de quelqu'un qui était un prêtre de la religion anglicane. C'était quelqu'un qui a vraiment à son cœur tout l'esprit des droits des individus. Alors ça, c'est pourquoi après ça, il a décidé de lutter pour une charte des droits des personnes ici au Québec, puis aussi au Canada. Mon grand-père a servi comme un pilote dans la Deuxième Guerre mondiale. Après ça, il a toujours travaillé avec des réfugiés partout dans le monde pour s'assurer que Québec et Canada étaient une terre d'accueil pour les plus vulnérables dans notre monde. Ma grand-mère a lutté pour les droits des anglophones et quand le Québec a décidé d'introduire une charte pour la langue française, ma grand-mère a travaillé avec le gouvernement du Québec
pour s'assurer le droit et l'accès des services en santé pour la communauté anglophone était présente dans notre charte. Cette clause reste toujours là. C'était une génération qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a décidé de lutter pour des droits des personnes. Puis on est rendu juste avec la Déclaration universelle des droits de l'homme that was passed by the United Nations. And I'm not going to say that the United Nations has necessarily lived up to everything that is in that charter. But I can stand here before you and say that some of those ideas that were brought forth by the politicians and by the men and women who had suffered and fought during World War II remain just as important as ever today. For example, Article 3, everyone has the right to life, liberty, and of security of person. Article 5, no one shall be subjugated to torture or to cruel, inhumane, or degrading treatment of punishment. I could go down the list for a lot longer time just to remind everyone that in that document, some of those very basic freedoms that we necessarily don't always remember and perhaps take for granted, were put together by a group of extraordinary people who were inspired by that charter and who brought some of those ideas back here to Quebec and back here to Canada. Notre formation politique, Madame la Présidente, a une très longue histoire d'être une partie de ce groupe qui a lutté pour les droits. Je peux juste parler d'une couple des gestes que les gouvernements libéraux ont posés. We can look in 1961 when the first woman was elected as an MNA. We can look en 1964 quand nous avons adopté la loi sur la capacité juridique de la femme mariée permettant aux des femmes mariées d'exercer des actes juridiques sans le consentement de leur mari. C'était quelque chose qui Mme Mary Kirkland Casgrain a travaillé là-dessus. Le 12 décembre 1972, Mary Claire Kirkland Casgrain, l'ancienne députée et ministre des Affaires culturelles, alors seule femme membre de l'Assemblée nationale, dépose le projet de loi 63, loi sur le Conseil de statut de la femme. Le 25 avril 1940, sous le gouvernement libéral de M. Godbout, le gouvernement a octroyé le droit de vote aux femmes était adopté par l'Assemblée nationale. Le 29 octobre 1974, le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale et en 1960 sur la Charte des droits et des libertés de la personne qui était adoptée le 27 juin 1975. En 2008, la ministre de la Condition féminine, l'actuelle députée de l'Acadie, fait ajouter à l'unanimité dans la Charte des droits et des libertés de la personne, l'égalité femmes-hommes. Le 18 avril 2007, le premier ministre Jean Charest a annoncé le premier cabinet ministériel Parité de l'histoire du Québec. Et en 2016, la ministre de la Justice, l'ancienne députée Stéphanie Vallée, a ajouté l'identité ou l'expression de genre comme motif de discrimination à l'article 10 de la Charte. Tout ça, Madame la Présidente, pour dire que notre formation politique est vraiment fière de toujours lutter pour les libertés des personnes. Et on va continuer de faire ça. Mais c'est très facile juste de lister des différents points dans un discours, mais il y a aussi un côté humain. J'ai parlé tantôt des différents gestes, des différents actes de ma famille, des personnes comme mon grand-oncle arrière, M. F.R. Scott, quand il a lutté pour des personnes ici au Québec, quand j'ai parlé de ma grand-mère. Mais ils ont créé, puis on a passé des chartes qui protègent des gens. And there are some people in my family from the LGBT community who were put on equal footing after we adopted laws here in Quebec and adopted laws here in Canada that made them equal before the eyes of the law and before the eyes of the state. And that is something that touches myself because I could easily look at this bill today and say, well, it doesn't affect me personally. I'm not someone who wears a very large cross every day in my functions. I'm not someone that has a religious symbol
that is evident or clearly, seen by the people. So it's something I can say it doesn't affect me, so it doesn't matter. But if I had that reflex every time we were about to tinker with charters of rights, then what would be the point in really ever caring all that much? And in reality, when you start to look around, some of the things that we are doing now and could have an impact on people that I do know. So to be completely ignorant just because it doesn't impact me and might only impact a small segment of our population is not really a reason for me to be ignorant to the fact of what's going on. It's quite the inverse. It's a time for me to step up as an MNA and to speak about why this is important to myself and is important to my political party. Des fois, sur l'autre côté le banc, j'ai entendu que le projet de loi 21, c'est un projet de société. Mais moi, je pose la question, pourquoi le journée même, le dépôt de le projet de loi, un sondage était partagé avec certaines chaînes médiatiques. Puis là, on a eu le chiffre des Québécois qui étaient pour et contre. OK, c'est correct. Mais après ça, on a une autre partie de sondage qui dit qu'il y a une division basée sur des francophones et des non-francophones. Si c'est vraiment un projet de société, pourquoi quand même commander un sondage où la question est posée qu'il y a une division entre les différents Québécois? Nous sommes tous partis le même tronc, nous sommes tous des Québécois. Et juste parce qu'il y a certains d'entre nous, et je parle de nous, la communauté anglophone, on est contre. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas des bons Québécois? C'est où que j'ai un petit peu de misère. Que dans les communications après ça, il y a la spin. Il y a des gens qui sont contre, les francophones sont pour, les francophones sont pour, les autres ne sont pas pour. Alors, est-ce que nous n'avons pas un droit à une opinion, nous autres? Et pourquoi, comme je dis, et je veux répéter ça, pourquoi quand même juste commencer avec le sondage? Si on veut gouverner par les sondages, il y a des sondages qui étaient commandés qui disent des Québécois appuient la Charte des droits et libertés canadiennes, massivement. Un fort appui à ça. Alors quand même, sur l'autre côté, quand on parle des droits des individuels, il y a un appui pour ça aussi, Madame la Présidente. Et ça, c'est pourquoi moi, quand je regarde ça, je trouve que ce n'est pas un projet vraiment de société. Une chose, puis maintenant je veux commencer un petit peu sur des éléments dans le projet de loi. Le projet de loi ne présente pas une définition d'un signe religieux. Je ne sais pas si le ministre peut dire clairement c'est quoi un signe religieux. Est-ce que ça applique à quelqu'un qui apporte un hijab? Est-ce que ça, c'est un signe religieux? Et je ne parle pas juste dans une discussion générale. Je pose la question, est-ce qu'il y a la jurisprudence qui démontre que c'est un signe religieux? C'est juste une question, mais je ne pense pas qu'on a reçu une réponse très claire à ce stade ici. Mais c'est quelque chose de très basique parce qu'on parle d'un projet de loi sur des signes religieux. Au minimum, l'ancien gouvernement, le Parti québécois, essaie de démontrer c'est quoi exactement un signe religieux, mais présentement, c'est absent dans notre projet de loi. Une autre problématique, c'est le clause de grand-père. Pour ça, est-ce que ça va sauver des emplois pour certaines personnes? Peut-être. Mais ça va aussi créer deux classes de citoyens. Certains citoyens qui ont le droit à apporter des signes religieux dans une école, puis des autres qui n'ont pas le droit de faire ça. Et ça va mettre des restrictions sur des personnes qui travaillent pour notre État, qui sont limitées à leur position. Ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas changer, il faut rester dans votre place. Encore, Madame la Présidente, c'est très, très difficile, d'appuyer un projet de loi qui va clairement créer deux classes de citoyens. Une autre chose que je pose la question, c'est quoi la logique que certaines personnes dans des écoles privées peuvent apporter ça, mais pas dans des écoles publiques? Encore, c'est une contradiction énorme selon moi, puis quand même, si quelqu'un va essayer de tester ça devant le cours, clairement, il y a une inégalité là qui existe et ça va être très, très intéressant de voir qu'est-ce que le cours va trancher là-dessus.
Quand même, juste sur notre territoire, un policier de la sécurité du Québec, on va interdire ça, pas le droit d'apporter un turban, mais quelqu'un qui travaille pour le GRC, c'est correct pour eux autres. Alors, on va avoir des personnes qui ont un droit s'ils travaillent pour un différent niveau du gouvernement, puis des autres qui n'ont pas ce droit-là. On va pousser certains Québécois de faire un choix entre le Québec et le Canada pour leurs emplois, de faire un choix entre deux différents gouvernements. Moi, ça pose certaines questions. Et quand même, présentement, notre ministre de la Défense à Ottawa apporte un turban, quelque chose qui a apporté pendant la guerre en Afghanistan. Il a servi le Canada et le Québec avec fierté. Encore, ça pose une question, pourquoi c'est correct pour nos forces militaires, mais pas pour quelqu'un pour la sécurité du Québec? These are some things that just clearly bring contradictions to the forefront when we are looking at this bill as a whole. And that is why, quite simply, we have at times been attacked of trying to slow things down, but no, we are trying to do our job as the opposition to ask questions, to try to bring to light, is there possible ways that amendments could be made? Of course, on our side, we're against it, but that doesn't mean that we cannot continue to work in the interest of all Quebecers to make something that we're against at least a little bit more coherent to the public. That is the duty of a government in opposition. That is the duty that we have as parliamentarians. We understand we do not have the votes to vote down this bill. But we do have a duty to put our thoughts and our beliefs forward for consideration. And this is going to be the first time, it seems, we are not arrived there yet, Madam Speaker, that it is possible that we will invoke closure on something that will modify our charter, the Quebec Charter of Rights, where there will be no consensus amongst us on this bill if it remains in its present form. Ça, Madame la Présidente, ça c'est pour moi une erreur majeure. Parce que, au minimum, quand nous avons changé notre charte sur plusieurs autres occasions, on a eu le consensus de tous les élus dans cette chambre ici. Alors, c'est juste un autre exemple. Pourquoi ça va être très, très difficile pour nous d'appuyer ce projet de loi ici. And I would just like to continue on a little bit more about how, when we look at these different contradictions, it will create some uncertainty in some of our schools. How some people who are on the private side will be able to work as a principal, work as a vice principal, and wear a turban, a kippah, but people on the public side will not have access to that. Will it create and force more people to go to the private sector, create certain types of schools that are in favor of having more religious symbols for teachers? I do not know, but it's something that you have to ask the question because it's in the bill. And it is there. In my mind, it would be easier just to take teachers completely out of this bill, at least. Minimally create something that provides coherence for those and not push people to one system or to the other. And when we currently have a system where even on my territory, it is extremely hard in my riding to find teachers who want to work in the system, it's really important for us to make sure that we are trying to encourage as many of them to stay in the system. And when I hear the Premier of Quebec say, well, make a choice. Either you work in the system by our rules or it's up to you to leave. I find that incredible, and I also do ask for those that decided to go to school here, who went to the Université de Montréal, who went to UQAM, who studied to become a teacher, who went to McGill, who after they spent all that money becoming a teacher, investing in themselves to participate in our society and to contribute to our society, that no longer you can be a teacher, or while you're studying, find another profession, find another school, move to another province. At least at minimum, if you're going to do that, reimburse them. I mean, what's the least you can do? It's unfair to them. When they entered into that, they thought they were going to have the same rights as everyone else. Alors, Madame Présidente, je vais juste terminer sur ça. Je suis tellement fier du travail que le député de Marguerite Bourgeois a fait juste à ce stade ici. Elle a porté notre voix en commission ici dans la Chambre avec beaucoup de fierté et compassion pour des personnes qui vont être touchées par ce projet de loi. Mais la lutte n'est jamais terminée. S'il y a une leçon un peu
apprendre et atterrir de nos anciens Québécois qui ont fait la lutte pour les droits des individuels dans les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000 et on va continuer de faire la lutte. On ne va jamais arrêter parce que, comme je dis, c'est très important. Pour moi, les droits sont des ponts. It's how we build our society. It's how we unite our society. So I will be voting against this bill. Je vais voter contre le projet de loi 21. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Merci, Monsieur le député. Y a-t-il d'autres interventions? Madame la chef de la deuxième opposition, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, chers collègues. Vous avez déjà entendu mes collègues démonter point par point le faible argumentaire du gouvernement pour justifier qu'on suspende, dans l'urgence, les droits du peuple québécois. L'un après l'autre, ils et elles ont eu droit aux réponses cassettes habituelles du ministre, mais jamais de réponse sur la question fondamentale de ce débat, Madame la Présidente. De quelle urgence parle-t-on? J'espère que le premier ministre aura la franchise d'admettre ce que tout le monde sait déjà. L'urgence, on ne la trouve pas dans les données scientifiques sur le port des signes religieux au Québec ou sur une quelconque menace du pouvoir religieux sur la laïcité de nos institutions. S'il avait pu démontrer qu'une telle urgence existait, le premier ministre l'aurait fait connaître dès le jour 1. Mais il n'a déposé aucun élément de preuve. Non, contrairement à la crise climatique, à la montée des inégalités sociales, à l'état lamentable de nos hôpitaux, nos écoles, à la réalité des Autochtones, cette urgence-là ne se démontre pas. Elle se ressent. Si vous voulez saisir le sentiment d'urgence derrière le projet de loi 21, il ne faut pas aller lire le projet de loi lui-même. Il faut aller lire les milliers de commentaires qui sont laissés sur son passage sur les réseaux sociaux. Il faut lire les chroniques des faiseurs d'opinion. Ce qu'on entend parler, ce qu'on ressent, c'est la peur. Et je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça, Madame la Présidente. En fait, à peu près le seul contact que la plupart des Québécois et Québécoises ont avec le monde islamique, c'est-à-dire avec les gens de confession musulmane, c'est cette image de violence répétée à l'infini, les guerres, les émeutes, les bombes, les attentats qui n'en finissent plus, l'attentat du World Trade Center, le marathon de Boston. C'est aussi l'image de la subordination des femmes aux hommes et de la violence qu'on leur inflige lorsqu'elles tentent de s'en dégager. Et le réflexe, il est bien évident. Ce qu'on voit là, ce qu'on voit perpétré par les islamistes, on n'en veut pas chez nous. Et on comprend ça. Mais voyez-vous, Madame la Présidente, c'est pas ça que moi je vois ici au Québec. Je côtoie des Québécoises et des Québécois à part entière qui parlent la même langue que nous, qui paient leurs impôts, comme nous tous et toutes, dont les enfants vont à l'école avec les nôtres, mais qui se font refléter qu'ils sont des étrangers chez eux. Alors, cette urgence-là, à mon sens, Madame la Présidente, c'est l'urgence de définir ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on veut faire au Québec. C'est l'urgence existentielle de s'affirmer collectivement à titre de nation québécoise. Je comprends tellement ça, tellement ça. Moi aussi, j'ai vécu l'échec de 1980, le vol de 1995, le lac Meech, le combat qu'il faut recommencer chaque jour pour faire vivre notre langue, notre culture, faire respecter nos droits dans une fédération canadienne qui s'en fiche un peu, comme dans l'an 40.
Maintenant que le Canada a vendu son avenir pour un pipeline, que même le droit à l'avortement est remis en cause par des conservateurs de plus en plus sûrs d'eux, il n'a jamais été aussi urgent qu'on se tienne debout au Québec, qu'on se tienne ensemble debout au Québec. Mais debout pourquoi? Debout face à quoi? Debout par fierté ou debout par peur? En 1975, les parlementaires québécois réunis en cette Chambre ont adopté unanimement la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Avant même que le Québec se pose la question du pays, cette Charte québécoise des droits et libertés a formé quelque chose qui ressemblait à une citoyenneté du Québec. Pendant que le Canada continuait à chercher des façons d'exclure ce qui était francophone ou autochtone, notre nation québécoise faisait de l'ouverture sa pierre fondatrice. Je cite, « Nous devons former avec les communautés culturelles un monde nouveau, une société modèle, meilleure, libre, ouverte et accueillante, car la diversité culturelle est garante de l'enrichissement et de l'ouverture d'esprit d'une nation. » Ça, c'est Gérald Godin qui disait ça. Un homme reconnu partout au Québec pour sa grande créativité, mais aussi comme étant un fier Québécois et qui souhaitait plus que tout voir son Québec devenir un pays. Et en 1977, dans cette même Chambre, le gouvernement le plus nationaliste de l'histoire du Québec étendait cette citoyenneté à la communauté LGBTQ. Ce jour-là, tous les partis se sont mis d'accord pour accorder les mêmes droits à tous les Québécois et à toutes les Québécoises, peu importe qui ils choisissent d'aimer. Aujourd'hui, le gouvernement veut suspendre la Charte des droits et libertés de la personne, notre Charte québécoise, pour retirer des droits au peuple québécois. Il le fait sans l'appui de deux partis d'opposition. Il le fait en se fondant sur un consensus qui sonne un peu faux. Premièrement, une majorité parlementaire écrasante, 75 sièges, accordée par seulement 37 % des électeurs. Des sondages qui, loin de montrer l'unanimité, parlent surtout des blessures infligées par 15 ans de débats identitaires. Les fractures entre Montréal et le reste du Québec, entre les deux souches et les enfants de la loi 101, entre les jeunes et les gens de ma génération, c'est ce qui arrive quand on se laisse gouverner par la peur. On crée des cases, et en créant des cases, on exclut, on divise. La chercheure Rosa Pires peut nous en dire long sur ce. Elle est née à Montréal de parents portugais. Elle est allée à l'école en français. Elle a travaillé comme attachée politique au Parti québécois. Elle a milité au sein du comité du oui lors du référendum de 1995. Elle est féministe et pour la connaître, elle est vraiment féministe et indépendantiste. Bref, Mme Pires est le plus pur produit du nationalisme civique que Gérald Godin, et c'est une femme qui porte en elle à la fois son identité de fille immigrante, de fille d'immigrants, elle-même étant née au Québec, et son identité de fière québécoise. Le premier ministre devrait lire le dernier livre de Mme Pires. Il nous plonge dans l'univers d'une autre génération d'immigrantes, le produit d'un autre nationalisme, celui qui n'est pas celui, de la Charte des valeurs ou du projet de loi 21. Ces jeunes femmes sont féministes
Elles sont allées à l'école en français, mais Madame la Présidente, elles ne se sentent plus québécoises. Et je la cite. « J'ai longtemps cru et j'ai longtemps revendiqué que le « nous », avec un N majuscule, et je voulais faire partie de ce « nous » avec le N majuscule. Mais à un moment donné, la réalité te rattrape. Le « nous » ne veut pas de toi. C'est ça l'exclusion, Madame la Présidente. C'est ça, diviser le peuple. C'est ce qui poussait aussi M. Balthazar, encore là, grand nationaliste bien reconnu, à dire que nous assistons présentement à l'échec d'une nation québécoise, qu'avec la CAQ, nous sommes redevenus des Canadiens français. Mais ce qui me donne l'espoir, Madame la Présidente, c'est que ça ne ressemble pas au Québec que moi je connais. Le Québec que je connais tient à ses droits et libertés. Quand on lui dit franchement que le projet de loi 21 va suspendre la Charte des droits et libertés, tout d'un coup, l'appui au gouvernement diminue. Il diminue de façon assez importante. On y tient. On y croit à notre charte. C'est une charte fondatrice et voire même peut-être l'élément central d'un Québec indépendant. En fait, ce n'est pas pour rien. Le Québec que je connais, c'est que de voir ses droits bafoués, parce qu'on a longtemps bafoué ses propres droits de l'autre côté de la frontière, qu'on continue à le traiter comme un enfant qui a besoin de la supervision des adultes. Le Québec que je connais sait que la véritable menace entre l'égalité homme-femme, c'est pas Salima de Brossard, là, celle qui enseigne le français avec son foulard. C'est les conservateurs d'Andrew Scheer qui n'ont pas besoin de porter de signes religieux pour vouloir nous ramener 50 ans en arrière, notamment sur l'avortement. C'est des politiciens qui sont pas assez courageux pour faire une analyse différenciée selon les sexes, faire cette analyse-là sur leur projet de loi. Bien sûr, parce que ça touche beaucoup les femmes, mais si on ne fait pas l'analyse, comment pouvons-nous savoir comment de façon spécifique ça touche les hommes et comment de façon spécifique ça touche les femmes? Le Québec que je connais, Madame la Présidente, il appuie sans réserve la séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et toutes les citoyennes et la liberté de conscience et la liberté de religion. Nous l'avons inscrit dans notre charte québécoise et ici, sur le parquet, ça a été adopté à l'unanimité. Madame la Présidente, il se rend bien compte que le reste du projet de loi 21 contrevient au principe qu'il est censé défendre. C'est vrai, il y a une réelle urgence, mais cette urgence-là, c'est celle qu'on se tienne debout. C'est celle d'un Québec qui se tient debout et qui va affirmer qui il est, ce à quoi il ressemble et ce qu'il veut être ensemble, pas divisé, ensemble. Il va être assez fier de sa culture pour entrer en dialogue avec les autres cultures. Parce que quand on est fier de qui on est, quand on a confiance en qui on est, quand on est convaincu que ce qu'on est légitime d'exister, bien, on n'a pas peur de l'autre. On rentre en dialogue avec l'autre. D'ailleurs, M. Lévesque, M. Godin étaient des hommes qui constamment allaient vers les autres. Par curiosité, par ouverture, pour comprendre. Tout en se disant clairement que le Québec a un tronc commun. Le Québec a une langue commune. Le Québec a une charte des droits de la personne qui nous unit.
Vous savez, ce Québec-là que j'aime tant. Et moi, j'en côtoie beaucoup de gens de différentes confessions. En tant que lesbienne, je suis toujours bienvenue à leur party. Je suis toujours acceptée dans leur famille. On est entré en dialogue. Je ne dis pas que la première fois qu'ils m'ont vu, ils n'ont pas fait comme plusieurs d'entre vous. Ils ont levé le sourcil, ils se sont demandé un peu c'est quoi cette bébite-là. Mais ceci étant dit, quand on est rentré en dialogue, quand on a pu s'expliquer, moi je ne comprenais pas leurs affaires, ils ne comprenaient pas mes affaires. Ben, on s'est parlé. C'est fou, et on s'est compris. D'ailleurs, j'ai déjà dit à une des participantes du Centre des femmes où je travaillais, Madame la Présidente, le geste le plus, qui portait le hijab, le geste le plus subversif qu'on peut faire, Khadija, c'est de se promener bras dessus, bras dessous. Ça va défaire tous les préjugés. On l'a fait souvent, mais moins depuis que je suis ici au Parlement, vous en doutez bien. Alors, ce Québec-là va être fier de sa culture, va entrer en dialogue. Il va être assez fier de son histoire pour poursuivre le riche héritage que nous a légué les bâtisseurs de la Révolution tranquille. Le jour où le Québec va se tenir debout, il n'y aura plus de guerre entre les minorités ou les majorités sur les réseaux sociaux. Il va y avoir un peuple qui veut marcher dans le même sens. Et vous savez quoi? La Charte des droits de la personne du Québec, c'est un bel enlignement, Madame la Présidente. C'est pour ça qu'il ne faut pas soutirer, pour n'importe quelle raison, l'application de cette charte-là. Cette charte-là, elle est là, on peut la bonifier. J'étais très heureuse lorsqu'on a intégré à la charte la réalité des personnes trans, par exemple. Ça, rajouter des droits parce qu'il y a des pans de notre société qu'on ne connaissait pas ou qu'on a oublié en cours de route, ben oui. Mais en retirer, aïe, aïe, aïe. C'est définitivement pas le Québec que je souhaite. Et je vous le dis, pour en côtoyer beaucoup de gens, notamment de confession musulmane, ils ont choisi le Québec pour cette raison-là. Et là, on leur dit non, désolé, vous faites plus partie de la gang. Ah oui, vous faites partie de la gang, mais vous n'avez pas le droit de changer de job si vous êtes une femme qui enseigne, vous n'avez pas le droit d'être commissaire si vous portez une kippa, vous ne pouvez pas... Ah oui, ça veut dire des Québécois et Québécoises de deux ordres. Ça, ça ne fit pas bien, Madame la Présidente, avec le Québec que je vois, que je porte et auquel j'ai confiance. Alors, à ce moment-là, le jour où on va arriver là, qu'on va marcher dans le même sens, qu'on va demander à nos professeurs, non pas de porter ou non un signe religieux, mais de dire, vous savez, la Charte des droits de la personne, c'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants. Peu importe, parce qu'il y a bien du monde qui ne porte pas de signes religieux, qui sont bien mal à l'aise avec ce qu'il y a dans cette charte-là. Moi, j'aimerais mieux qu'on se rallie autour de cette charte-là. Alors, à ce moment-là, la peur, elle, va changer de bord. Elle ne servira plus à diviser, elle va se retrouver dans la cour des véritables adversaires du Québec. Le jour où on va reprendre des droits au lieu de les enlever, le Canada n'arrivera plus à nous imposer sa religion pétrolière. Son Parlement ne pourra jamais revenir sur le droit des femmes. Le pouvoir de l'argent ne régnera plus en Dieu et Maître. Nous pourrons enfin affirmer ce que nous sommes avec toute la fierté d'un peuple libre. Et Madame la Présidente, je souhaite profondément que tous mes collègues caquistes réfléchissent à cette question de se faire retirer les droits. Parce que dans les frontières, au-delà des frontières du Québec, présentement, il y a des femmes, il y a des gens de la communauté LGBT où on brandit, ou carrément, on leur retire des droits fondamentaux. Et moi, je ne voudrais jamais que ça arrive dans mon Québec.
Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Y a-t-il d'autres interventions? Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, la parole est à vous. Bonsoir. Merci, Madame la Présidente. À mon tour de prendre aujourd'hui la parole dans le cadre du débat sur l'adoption du principe du projet de loi 21, loi sur la laïcité de l'État. Le projet de loi propose d'affirmer la laïcité de l'État au sein des institutions québécoises, notamment par une modification à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, alors que la laïcité est déjà reconnue comme un état de fait et de droit au Québec. Le projet de loi définit la laïcité en évoquant la séparation de l'Église et de l'État, ainsi que la neutralité religieuse de l'État. Il y ajoute les notions d'égalité de tous et de tous les citoyens et de la liberté de religion. Jusque-là, ça va bien. Tout le monde est en faveur de ces principes et de ces valeurs. Le problème réside dans les mesures contenues dans le projet de loi qui viennent contredire la définition même de la laïcité proposée à l'article 1. On y avance l'égalité de tous les citoyens, mais on s'empresse de les brimer. On y parle de liberté de religion, mais pas pour tous. On y parle de neutralité religieuse de l'État, mais on oublie que la neutralité s'applique aux actes, non pas aux apparences, comme l'a confirmé récemment la Cour suprême dans le dossier Mouvement laïque québécois contre Ville de Saguenay. Nous avons devant nous un projet de loi qui s'inscrit en porte-à-faux avec notre histoire. Le Québec a une longue histoire de pluralisme qui fait notre force et notre fierté. Rappelons-nous un instant, comme l'a si bien souligné la Société de droit Lord Reading, que le Québec est devenu, dès 1832, la première juridiction de l'Empire britannique à accorder la pleine émancipation aux personnes professant la religion juive. Il y a 180 ans, dans la foulée de l'élection d'Ezekiel Hart comme député de Trois-Rivières et son expulsion de l'Assemblée par 2 fois, car la loi l'obligeait à jurer sur la Bible et sur sa foi chrétienne, ce qu'il a refusé de faire, évidemment, Madame la Présidente. Le Québec s'est élevé en précurseur en corrigeant cette injustice, un legs de Louis-Joseph Papineau. Et plus particulièrement, depuis la Révolution tranquille, l'État québécois s'est distancé de l'Église catholique pour graduellement mettre en place une réelle séparation entre l'État et les Églises, instaurant dans les faits la laïcité de l'État. Cette laïcité, que l'on qualifie d'ouverte, est fondée sur les mêmes principes que ceux définis dans le projet de loi, c'est-à-dire que les Églises et l'État sont séparés, que l'État ne favorise ni ne défavorise aucune religion ou l'absence de religion, qu'il respecte la liberté de culte de ses citoyens et qu'il leur offre un traitement égal. La laïcité ouverte fait place à la différence et à l'expression des convictions personnelles, s'assurant ainsi que l'État demeure neutre, c'est-à-dire que ses décisions soient libres d'influence religieuse. Tous ceux qui œuvrent au nom de l'État, quelle que soit leur fonction, ont toujours pu porter un signe religieux, tel une croix, un voile, une kippa, parce que le secteur public est le reflet de la diversité de notre population et parce que le port d'un signe religieux n'a pas d'impact sur les décisions rendues par un fonctionnaire. Toutefois, ce que propose le projet de loi, c'est une autre vision de la laïcité, un virage vers une laïcité qui aseptise et qui exclut. Une vision de la laïcité qui brime les droits de ceux et celles qui souhaitent tout simplement exercer leur métier avec professionnalisme et neutralité. Soudainement, voilà qu'un gouvernement du Québec décide d'imposer sa loi, faisant la sourde oreille à tous ceux qui en seront victimes, à tous ceux qui plaident pour le respect des droits et libertés des Québécois, qui plaident pour le respect de la primauté du droit. On passe donc d'une laïcité qui traite tout le monde sur un pied d'égalité à une laïcité qui fait des victimes, à qui l'on demande de choisir entre l'avancement de leur carrière et même leurs rêves et leurs convictions profondes. Il s'agit de tout un virage pour une société et il faut s'y opposer avec vigueur. L'opposition au projet de loi est manifeste. Plusieurs ont pu s'exprimer en commission parlementaire, d'autres sur la place publique, par les médias ou lors de conférences ou rassemblements.
et d'autres encore préparent le débat juridique devant les tribunaux. On souligne le flou entourant ce qu'est un signe religieux et les multiples problèmes que pose le projet de loi, notamment dans le secteur de l'éducation. En effet, les représentants du secteur de l'éducation ont fait la file en consultation pour dénoncer le projet de loi, difficultés d'application, impossibilité d'uniformité, non-respect de l'esprit du programme de formation de nos jeunes qui vise à les préparer pour la diversité de notre société plutôt que de la masquer. Ce n'est que quelques-unes des critiques que nous avons entendues. Et quant à la clause de droits acquis, quel non-sens quand on parle de droits fondamentaux. Nous avons tous des droits acquis. Ils sont d'ailleurs codifiés dans nos chartes de droits et libertés. Nous avons ces droits durant toute notre vie. Mais ici, le gouvernement vient nous dire que ces droits sont à géométrie variable, que ces droits seront anéantis, à moins que vous restiez figé dans votre poste, même si votre ambition vous amènerait plus loin et ailleurs, et même si votre employeur a des ambitions pour vous. En effet, une personne bénéficiant de cette clause pourrait la perdre si elle déménage, change de commission scolaire, est promue, si son poste est aboli, et j'en passe. C'est une clause d'immobilisme, de précarité et d'angoisse. Depuis plusieurs mois, le gouvernement saisit toutes les tribunes pour présenter son projet de loi comme étant modéré, en phase avec l'identité des Québécois et avec notre histoire. Rien n'est plus faux. Gérard Bouchard, d'ailleurs, le qualifie de radical. En effet, il vient retirer des droits, il vient briser des rêves et sacrifier des opportunités pour des Québécoises et des Québécois. De nombreux intervenants ont souligné que le projet de loi retire des droits sans aucune justification. Ils ont rappelé que le fardeau de la preuve incombe à celui qui propose de limiter un droit garanti par la Charte et que l'arrêt Oakes de la Cour suprême nous indique la voie à suivre. Il faut être en présence d'un objectif réel et urgent, qu'il existe un réel problème à régler. Dans le cas du PL 21, est-ce que le gouvernement a démontré que le port de signes religieux par des personnes en position d'autorité représente un problème? Non. Est-ce qu'il a rendu public des études démontrant que les fonctionnaires prennent des décisions sur la base d'une religion? Non. Est-ce que, par exemple, le gouvernement a documenté des problèmes avec le port de la kippa par des avocats et la qualité de leurs interventions? Non. Est-ce qu'il a étayé un lien entre le port du voile par une enseignante et un quelconque effet de prosélytisme induit chez les jeunes élèves? Non. Le gouvernement échoue à démontrer l'urgence. Le professeur de droit de l'Université Laval, Louis-Philippe Lampron, a d'ailleurs clairement démontré ce point en prenant l'exemple des professeurs, et je le cite, « Les motifs avancés pour justifier l'interdiction imposée aux enseignants des établissements publics d'enseignement primaire et secondaire tourneraient essentiellement autour de l'importance de protéger les élèves de l'influence indue d'enseignants qui chercheraient par le simple port de signes à les influencer en ce qui a trait à leurs convictions religieuses. Les enseignants étant en situation d'autorité, je mets ça entre guillemets, sur les enfants, il conviendrait de protéger la liberté de conscience de ces derniers par l'interdiction du droit des enseignants de porter des signes religieux sur le lieu de travail. La principale faiblesse, selon M. Lampron, de cet argument tient sans doute au fait que le droit québécois protège déjà les élèves contre des actes de prosélytisme qui seraient posés à leur égard par des enseignants. Pour le tourner autrement, l'état actuel du droit prévoit déjà que les enseignants ne peuvent agir de manière prosélyte à l'égard de leurs élèves sans violer leurs obligations de neutralité religieuse et le devoir de réserve qui en découle. » Fin de la citation. L'arrêt Oakes exige par ailleurs que les moyens soient proportionnels, avec son impact disproportionné sur les femmes, notamment les femmes musulmanes, qui devront choisir entre leur carrière et leur liberté de religion. Il est clair que le projet de loi échouerait à cet égard aussi. La restriction des droits proposés n'ajoute rien à l'objectif de laïcité de l'État, puisque l'État est déjà laïque. Encore ici, ça ne passe pas la rampe. Le projet de loi 21 limite des droits fondamentaux sans justification suffisante.
C'est évident. C'est tellement évident que le gouvernement n'essaie même pas de prétendre que son projet de loi tient juridiquement la route. Il choisit donc de le soustraire à l'application des chartes canadiennes et québécoises via le recours à la clause dérogatoire. On invoque la dérogation d'entrée de jeu pour tenter d'empêcher que le projet de loi soit soumis à l'interprétation des tribunaux. Or, comme le rappelle la Coalition Inclusion Québec, un gouvernement qui respecte la primauté du droit ne cherchera pas à exclure la sphère judiciaire du domaine de la résolution des différends. Elle s'inquiète aussi de la banalisation que l'usage de la clause dérogatoire entraînerait. Le projet de loi 21 est particulièrement dangereux, disent-ils, car une fois la clause dérogatoire utilisée pour protéger une atteinte au droit aussi directe et flagrante, son emploi deviendra normalisé. Il sera plus facile de la faire valoir dans l'avenir. Madame la Présidente, devant le sérieux de l'atteinte au droit proposé, plusieurs juristes experts en droit constitutionnel ont affirmé, soit lors des consultations ou par des textes d'opinion, que la clause dérogatoire n'empêchera pas un examen judiciaire de ce projet de loi. Le professeur Lampron de l'Université Laval, comme d'autres, est catégorique dans son mémoire lorsqu'il nous dit qu'il n'existe pas de scénario, disposition de dérogation ou pas, qui empêchera la contestation judiciaire des dispositions proposées dans le projet de loi 21 devant des tribunaux. Il pourrait y avoir des recours judiciaires, notamment en vertu de l'article 28 de la Charte canadienne, qui interdit la discrimination basée sur le sexe. Avec un impact disproportionné sur les femmes, le projet de loi prête flanc à une contestation en vertu de cet article qui n'est pas soumis à la clause dérogatoire. Le doyen de la faculté de droit de l'Université McGill, Robert Lackey, ainsi que les juristes Grégoire Weber et Eric Mendelsohn, ont aussi affirmé dans la revue Options politiques que le recours à la clause dérogatoire ne crée pas un trou noir constitutionnel et ne pourra soustraire le projet de loi à un examen judiciaire. Ils affirment que le premier ministre sera dans l'impossibilité d'éviter une longue procédure judiciaire. L'avocat criminaliste réputé Jean-Claude Hébert, dans un article publié dans la presse le 2 mai dernier, fait état que les droits contenus dans la Charte canadienne ne font pas abstraction des droits reconnus faisant partie de notre jurisprudence. Ainsi donc, la liberté de religion est un principe qui est présent au Canada depuis bien avant l'avènement de la Charte. Elle ne saurait être aisément mise de côté. Il conclut d'ailleurs que le recours à la disposition dérogatoire pourra difficilement faire barrage à des contestations judiciaires et que, chose certaine, le débat ne sera pas clos prochainement. Il existe néanmoins une porte de sortie honorable pour le gouvernement. Il pourrait lui-même soumettre son projet de loi à l'appréciation des tribunaux. D'ailleurs, parce que le premier ministre aime les sondages, un récent sondage mené pour le compte de l'Association des études canadiennes démontre que beaucoup de Québécois souhaiteraient obtenir l'opinion des tribunaux avant de prendre leur décision quant à ce projet de loi, qu'ils soient en faveur ou contre le projet de loi. Quant à moi, Madame la Présidente, il s'agit ici d'une marque de confiance envers notre système judiciaire et la règle de droit. J'aimerais maintenant aborder un autre point très inquiétant. Le gouvernement propose de modifier la Charte québécoise des droits et libertés de la personne afin d'y insérer la notion de laïcité de l'État, et ceci sans consensus, alors que c'est la norme pour toute modification à la Charte. La Commission des droits de la personne a d'ailleurs exprimé sa grande préoccupation à cet égard et indiqué dans son mémoire que la Charte a été modifiée à de très nombreuses reprises par le passé et qu'à chaque fois, ces modifications visaient à ajouter des protections et non pas à les affaiblir. Toutes ces modifications ont d'ailleurs été adoptées à l'unanimité. Pourquoi est-ce important de procéder par consensus en cette matière? Parce que la Charte est au-dessus de nos lois. Elle constitue un élément fondamental de notre corpus législatif, un point de rassemblement et d'unité pour l'ensemble des Québécois. En modifiant la Charte sans unanimité, le gouvernement se retrouvera à l'affaiblir irrémédiablement en causant un précédent qui brisera le principe de la modification à l'unanimité, ce qui est grave de conséquences, ahurissant et tout à fait inacceptable. Madame la Présidente, on a entendu tout au long de ce débat le gouvernement faire état d'un appui majoritaire pour sa position et faire référence à des sondages.
Les droits et libertés des minorités ne peuvent être déterminés sur la base de sondages et de majorités. Les minorités sont par leur nature minoritaires. Leurs droits ne peuvent être tributaires de l'opinion de la majorité, un point soulevé à plusieurs reprises lors des consultations. C'est précisément pourquoi nous avons des chartes des droits et libertés. Madame la Présidente, parlons un instant des impacts concrets de ce projet de loi. Il faut être clair d'emblée et se rendre compte que s'il est adopté, ce projet de loi viendra instaurer une forme de discrimination directe à l'encontre de certaines minorités religieuses et cible majoritairement et principalement des femmes, et plus spécifiquement les femmes musulmanes. Il vient fragiliser la vie de ces femmes, il vient leur fermer des portes plutôt que de les ouvrir. Il met des bâtons dans les roues à leur pleine participation. Quelle perte, quel gâchis pour ces femmes, leurs familles et la société québécoise tout entière. Et parlons un instant des avocats juifs portant la kippa ou bien encore des avocates voilées. Le projet de loi viendra les empêcher de prendre certains mandats pour le gouvernement. Avons-nous un problème comme société qu'un avocat de la Régie du logement porte la kippa ou encore qu'un avocat du secteur privé qui prend un mandat à la Régie porte la kippa? Cela fait des années que cette réalité existe et jamais il n'y a eu de plainte à ce sujet. L'heure est grave non seulement parce que les rêves et la quiétude des citoyens issus de ces minorités seront brisés, mais aussi parce que le gouvernement risque d'instaurer une forme de discrimination systémique. Les études démontrent que les employeurs du secteur privé s'inspirent souvent des pratiques du secteur public. Par un effet d'entraînement, le gouvernement s'apprête à donner le signal qu'une certaine forme de discrimination est acceptable, surtout par rapport aux femmes voilées. Le gouvernement a fait le choix, alors qu'aucune urgence ne le justifie, de mettre de l'avant ce projet de loi divisif et très émotif. Il devra rester très vigilant à l'endroit de tout dérapage qui découlerait de ce choix. Il en va de sa responsabilité. Comme l'a rappelé ma collègue, la députée de Marguerite-Bourgeoys, le groupe Justice Femmes constate une augmentation anormale des incidents malheureux et une détérioration du climat social. Madame la Présidente, vous me permettrez de conclure en exprimant bien évidemment mon opposition à l'adoption du principe de ce projet de loi. Je suis opposée au projet de loi parce qu'il ne tient pas compte de l'évolution historique du Québec, qui s'est toujours faite dans la reconnaissance du pluralisme et dans l'addition des forces pour notre développement et prospérité. Il est mal conçu, il propose une solution à un problème inexistant. Il s'agit d'un projet de loi divisif qui aura des impacts très négatifs dans la société à court, moyen et long terme. Madame la Présidente, prenez un instant, comme tous les Québécois, pour regarder autour de vous. La situation est-elle à ce point grave qu'il faille passer une telle pièce législative en toute urgence, en ignorant les nombreuses voix discordantes qui mettent le gouvernement en garde contre ces effets néfastes? Où sont les faits? Où sont les études? Nos droits et libertés méritent plus de sérieux. Le premier ministre a résumé la pensée de son gouvernement quand il a dit « Au Québec, c'est comme ça qu'on vit ». Je veux dire très respectueusement au premier ministre que je suis en désaccord total avec ses propos. Nous sommes une société de droit, d'inclusion et d'égalité. Nous sommes une société dans laquelle la diversité est une force et la différence une occasion de découverte. Une société qui additionne les talents, qui mobilise les cœurs, les bras, les têtes pour l'avancement de tous. Je dis au Premier ministre, le respect des droits et libertés de tous, c'est aussi comme ça qu'on vit au Québec. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Madame la députée de Mercier, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Mon intervention ce soir ne portera pas sur des aspects précis du projet de loi 21, comme la définition de la laïcité, son applicabilité dans les milieux de travail ou l'utilisation de la disposition dérogatoire. Je ne parlerai pas non plus du rapport Bouchard-Taylor, ni des autres rendez-vous manqués de notre histoire récente. Non, j'ai envie d'intervenir de façon plus personnelle, je dirais même plus intime. Même si on n'a pas l'habitude de le faire, j'ai envie de donner un titre à mon intervention. Et croyez-le ou non, le projet de loi 21 m'a inspiré le titre suivant,
lettre d'amour au Québec d'une enfant de la loi 101. Je suis reconnue auprès de mes proches comme une grande amoureuse du Québec. J'en parle avec les yeux pétillants, pleine d'admiration pour son histoire de résistance et sa force tranquille. Cet amour que j'ai pour le Québec n'a pas toujours existé et c'est tout à fait compréhensible. Je suis arrivée au Québec à la fin des années 80, à l'âge de 10 ans. Je ne parlais pas le français, je ne connaissais rien du Québec. Cet amour pour cette terre s'est forgé en moi tranquillement, patiemment, au fil de mes expériences, mais surtout au fil de mes rencontres marquantes. Je pense à mon prof en classe d'accueil, Gilles Lachambre, que j'aimerais tellement un jour retrouver et qui m'a donné le goût du français. Je pense à mes lectures de livres jeunesse et surtout à ma fascination le jour où j'ai rencontré Robert Soulière, un de mes auteurs préférés, lors d'une sortie scolaire au Salon du livre de Montréal. Je pense à mes lectures de jeunes adultes qui m'ont fait entrer dans des univers très éloignés du mien, ceux de Régent Ducharme, Gabrielle Roy ou Marie-Claire Blais. Je pense aux longues heures que je passais à regarder les documentaires et films québécois pour découvrir et comprendre ma société d'accueil, que ce soit à travers le regard aigu que portait sur sa société Gilles Groux, le rapport à la nature et au territoire de Pierre Perrault ou la force des images de Michel Brault. Je pense aussi à mes rencontres avec ces militants et militantes infatigables, ces héritiers et ces héritières des batailles sociales et politiques de la Révolution tranquille que sont Françoise David, François Saillant, Lorraine Gay, source d'inspiration de mon engagement politique d'aujourd'hui. Sans eux et sans elles, je ne serais pas qui je suis. Et évidemment, je pense aussi à ces rencontres quotidiennes qui sont ni littéraires, ni artistiques ou politiques, ces gens qui traversent nos vies, nos collègues, nos amis, nos connaissances. Certains ne sont que de passage, alors que d'autres y restent plus longtemps et finissent même parfois par faire partie de notre famille. Toutes ces rencontres se sont déroulées au cours des 30 dernières années et ont façonné mon identité québécoise. Mais les années les plus importantes de la naissance de mon identité québécoise, je crois, sont les premières années. L'accueil extraordinaire que ma famille a reçu au Québec, la générosité, la curiosité pour nos origines, l'ouverture à nous connaître, tout ça nous a amenés à notre tour à nous intéresser de plus près à notre nouvelle société. Et cet intérêt va au-delà de l'apprentissage du français. D'ailleurs, le français, une langue que je considère comme ma langue maternelle aujourd'hui. Est-ce que la naissance de mon identité québécoise s'est faite sans heurts et sans difficulté? Bien sûr que non. Posez la question à n'importe quel enfant d'immigrant, il vous parlera des déchirements que fait naître le choc entre sa culture familiale et celle de sa société d'accueil. C'est dur à entendre, mais parfois, j'avais l'impression qu'il fallait que je choisisse mon camp, celui de ma famille et de sa culture d'origine ou celle de ma société d'accueil. Les enfants d'immigrants ne sont pas les seuls à évoluer dans ce processus. Il y a aussi les parents. Ces derniers font énormément de sacrifices pour leurs enfants et leurs exigences envers eux et elles sont très élevées. Ces parents aussi vivent des déchirements intérieurs. Tout ce processus prend beaucoup de temps. J'appelle ça le processus d'intégration des immigrants que je connais de façon personnelle et intime. Certes, ça passe par le travail, les études, l'apprentissage du français, mais aussi par l'affrontement des cultures qui ne doit pas être vu de façon péjorative seulement. De cet affrontement naît souvent quelque chose de nouveau, une sorte de nouvelle identité riche pour les personnes issues de l'immigration, mais aussi pour l'ensemble de la société, puisqu'elle aussi change au contact de ces cultures. Je veux ici insister sur quelque chose d'extrêmement important, et c'est le temps. Tout ça prend beaucoup de temps. Il faut laisser le temps à cette nouvelle identité d'éclore est fondamental. Je me mets à la place aujourd'hui d'une jeune fille issue des communautés arabo-musulmanes comme moi. Cette jeune qui est déjà prise au milieu de questionnements et de déchirements tout à fait naturels comme ceux auxquels j'ai été confrontée il y a plusieurs années. Comment est-ce qu'elle réagit aujourd'hui au discours négatif envers sa culture d'origine qui dure depuis de trop nombreuses années? Je pense à cette jeune fille et je suis inquiète.
Elle voit sa mère se faire refuser un travail à cause du voile qu'elle porte sur sa tête. Elle entend le premier ministre qui décrit fermement et avec un manque de sensibilité comment on vit ici, au Québec. Elle lit les commentaires hostiles et parfois violents sur les réseaux sociaux. Son sentiment d'appartenance envers le Québec est-il ébranlé? Pense-t-elle qu'elle doit choisir son camp entre sa culture d'origine et sa société d'accueil? Saura-t-elle un jour qu'elle n'a pas besoin de choisir et qu'il existe une troisième voie, celle décrite par Amine Malouf, qui nous apprend dans son livre « Les identités meurtrières » comment additionner nos appartenances au lieu de les soustraire? Développera-t-elle un jour cet amour que j'ai pour le Québec? Le projet de loi 21 réduit la laïcité au port des signes religieux. Et en plus, ce projet de loi mal ficelé arrive dans un contexte où les gouvernements précédents ont laissé pourrir le discours public. Même si ça fait longtemps que ça dure, nous avons collectivement la responsabilité de contrer ce discours. Notre discours est polarisé parce que, depuis de trop nombreuses années, il mise sur ce qui nous sépare. La majorité versus les minorités. Les femmes qui portent le voile versus celles qui ne le portent pas. Les croyants versus les agnostiques ou les athées. Nous faisons trop souvent l'éloge de nos différences. Apprendre à miser sur nos ressemblances est, selon moi, une piste de solution pour apaiser les esprits. Oui, bien sûr, il faut célébrer la diversité, mais il est temps plus que jamais de faire place à ce qui nous unit, ce qui fait de nous une société, une nation. On a beaucoup plus en commun, mais on en parle tellement peu souvent qu'on l'oublie. Nos aspirations, nos rêves pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos familles et pour notre société se ressemblent. Aimer et être aimé, vivre en sécurité dans un pays en paix, faire un travail qui nous inspire et qui nous passionne, ne pas percevoir d'hostilité dans le regard de l'autre, mais plutôt de la bienveillance. Vous savez, c'est quand je vois mes neveux et nièces métissés, moitié arabes, moitié canadiens-français ou québécois de souche, que j'ai le plus d'espoir. Ils appellent leurs grands-parents de souche « mamie » et « papi » et leurs grands-parents, ça veut dire mes parents, « teta » et « jeddo ». Leurs grands-parents, ceux nés dans le Québec profond et ceux nés au Moyen-Orient, partagent le même amour incommensurable pour les mêmes petits-enfants. Ils partagent aussi pour eux les mêmes inquiétudes pour leur avenir. Le Québec d'avant la Charte des valeurs et des débats identitaires me manque. Le Québec qui a fait de moi une Québécoise métissée serrée, comme le dirait Boucard Diouf, me manque. Le Québec hérité de René Lévesque, Camille Lorrain et Gérald Godin et qui a fait de moi une indépendantiste convaincue me manque. Je sais que ce Québec sommeille en nous, qu'il est là, qu'il existe toujours. Il est dans ceux et celles qui se tiennent debout face au ABI, Uber et autres multinationales sans foi ni loi. Il est dans ceux et celles qui veillent à préserver notre territoire de l'assaut des marchands de sable bitumineux. Il est dans ces jeunes qui marchent dans les rues, la peur au ventre, pour l'avenir de leur planète. Retrouvons ce Québec. Retrouvons le Québec de Godin, député de Mercier, et rappelons-nous ces paroles. Nous devons former avec les communautés culturelles un monde nouveau, une société modèle, meilleure, libre, ouverte et accueillante, car la diversité culturelle est garante de l'enrichissement et de l'ouverture d'esprit d'une nation. C'est cet esprit de Godin qui a fait de moi, enfant de la loi 101, une grande amoureuse du Québec. Merci. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame la députée de Saint-Laurent, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. L'identité québécoise, c'est aussi la liberté. Et si on recule sur la liberté au Québec, c'est tout le Québec qui va reculer. Je suis persuadée qu'une société se juge à la façon dont elle traite ses minorités.
Il s'agit ici des paroles du 31 premier ministre du Québec, M. le Premier ministre, M. Philippe Couillard, qui a toujours défendu, avec beaucoup de conviction, les libertés individuelles. Aujourd'hui, on se lève ici en Chambre pour parler du projet de loi 21, et ça fait maintenant quelques heures que ce sont que les groupes du parti d'opposition qui se lèvent et qu'il n'y a personne du gouvernement de la CAQ qui se lève pour parler sur ce dossier. Ça me préoccupe étant donné qu'il s'agit pour eux d'une grande priorité, mais il n'y a pas qui que ce soit qui se sent assez convaincu pour se lever pour nous expliquer à quel point c'est important pour eux ce projet de loi 21 et pourquoi ils sont si pressés d'aller de l'avant avec ce projet de loi, pourquoi ils se sentent si pressés d'invoquer aussi la clause dérogatoire. Et personne qui est capable de nous expliquer l'urgence d'agir, la problématique à régler. Pourquoi cette solution qui cherche toujours un problème? Vous me permettrez là, de revenir quelque peu en arrière. J'entendais tantôt certains groupes de deuxième et troisième opposition se demander c'est quoi la différence avec nous et les autres groupes d'opposition, mais c'est simple. Nous avons toujours été les garants des libertés individuelles. Nous avons toujours été le garant des droits fondamentaux de tous les Québécois. Alors, quand j'entends dire des précédents gouvernements qui ont empoisonné les débats, je m'excuse au contraire. S'il y a un parti qui a toujours été constant depuis la création de la Charte des droits et libertés québécoises, c'est le Parti libéral. Alors, j'apprécierais que s'il y a des gens qui se sentent émus par le débat, mais qu'aussi qu'ils prennent la pleine mesure de leurs propres propos. Parce qu'il me semble que lorsqu'on écrit des lettres ouvertes dans la presse écrites pour dire aux femmes quoi porter ou ne pas porter, on est un petit peu malvenu par la suite de venir donner des leçons aux autres. Parce qu'au Parti libéral, on ne donne pas de leçons là-dessus. Chez nous, c'est simple. La liberté de conscience ou de non-croyance, on le respecte. Et vous savez, qu'est-ce qui est un peu plus difficile pour moi aujourd'hui de me lever? C'est que pendant des semaines, ma collègue, la députée de Marguerite-Bourgeoys, ainsi que ma collègue de Côte-des-Neiges, ma collègue de Bourassa-Sauvé, mon collègue de La Fontaine, ont tenté, par tous les moyens possibles, de chercher là, une raison auprès du gouvernement de la CAQ. Rien, silence radio, pas capable d'avoir une petite justification. Ça prend une grande patience et je ne peux que souligner la patience de la députée de Marguerite-Bourgeoys. Parce que, sincèrement, c'est très difficile de s'asseoir devant un mur et de ne pas être en mesure de réagir et de faire réagir le gouvernement pour leur faire comprendre que dans l'histoire du Québec, il ne s'agit pas d'une avancée, mais d'un recul. Que nous allons devenir la seule juridiction en Amérique du Nord qui va priver le droit de certaines personnes de pouvoir travailler, de rêver et d'aspirer à toutes les positions qui soient possibles au Québec. La seule juridiction. Ils veulent nous comparer avec la France. Je rappelle que la France n'est pas vraiment un modèle d'exemple à suivre. Bien au contraire. Maintenant, les Français viennent voir ce qui se passe ici au Québec. D'ailleurs, parmi les premiers arrivants, ils sont français au Québec. Et qu'est-ce qu'ils notent chez nous? Bien, c'est ce désir de vivre ensemble dans cette paix. Pendant les 4 dernières années, le précédent gouvernement libéral s'est assuré qu'il y ait une paix sociale. Il n'y en a pas eu de manifestation. Je n'ai pas vu de chaîne humaine devant le palais de justice. En moins de 6 mois avec le gouvernement de la CAQ, première chose qu'on voit, des chaînes humaines devant le palais de justice de Montréal. Touchez pas à nos droits. Et savez-vous qui était présent? Ce n'était pas juste des gens avec des symboles religieux, c'était des jeunes, des moins jeunes et des gens plus expérimentés de tout horizon, tous unis avec Québec inclusif pour dire qu'au Québec, quand le premier ministre dit « c'est comme ça chez nous », mais ça ne répond pas, ça ne trouve pas écho chez tous les Québécois. La grande majorité des Québécois croient qu'on additionne. Et quand on parle d'un projet de société, habituellement, ce n'est pas un projet de société qui vient suspendre des droits. Quand le premier ministre dit qu'il va régler une fois pour toutes le dossier, bien, ce n'est pas dire la vérité aux Québécois. Parce que la clause dérogatoire... La députée de Saint-Laurent, je vous demanderai de faire attention à vos propos. Mais je n'ai pas dit qu'il mentait, hein? J'ai juste dit qu'il ne disait pas la vérité. Écoutez, on ne peut pas dire... on peut pas le... Vous avez tellement raison. Premièrement, vous mettez des propos, des intentions, pardon, au premier ministre. Faites attention, je vous demande simplement de faire attention à vos propos. Merci, Mme la Présidente. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Vous avez raison. Parce qu'en ce moment, lorsqu'on dit que ça règle une fois pour tout le dossier,
alors que tout le monde sait qu'à cause dérogatoire, ça dure 5 ans. Si c'est pas vrai, j'imagine que c'est faux. Je pose juste la question. Mais dans 5 ans, on revient encore avec la même question. Est-ce qu'on va devoir réutiliser la clause dérogatoire dans 5 ans? Donc, est-ce qu'on va revenir encore, se poser des questions ici à savoir si c'est vrai ou faux? Qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans? Et quand on vient juste d'un côté pratico-pratique, j'ai noté que le ministre de l'Immigration avait beaucoup de difficultés à expliquer de façon pratique comment on allait faire cela. À partir de quand les écoles vont devoir dresser une liste de ceux qui portent un symbole religieux et pour qui le droit acquis est acquis? Quand est-ce qu'ils commencent à faire ça? Est-ce qu'on va vraiment avoir la police de la religion dans nos écoles? Et une chose qui m'a heurtée, c'est quand j'ai entendu la vice-première ministre de dire « Bien, on va envoyer la police si jamais les gens ne se conforment pas. » La police dans nos écoles, c'est pas ça qu'on a besoin. On est en pleine pénurie d'enseignants. Puis nous, qu'est-ce qu'on dit? Bien, on n'a pas besoin de vous, mais non, mais vous pouvez aller dans le privé. Aller dans le privé, là-dedans, il n'y en a pas de problème dans les écoles privées. Et si jamais dans les écoles privées, il y a un problème, inquiétez-vous pas. En ce moment, l'Ontario fait des publicités pour venir attirer nos talents québécois. Il n'y a pas juste l'Ontario qui fait la publicité. Il y a aussi le Nouveau-Brunswick qui veut nos talents québécois. On n'a pas le luxe de diviser une société. On n'a pas le luxe de dire au revoir à nos talents québécois, à nos cerveaux québécois. Et ces enseignantes, peu importe ce qu'elles portent ou ne portent pas, la seule chose qui nous intéresse, c'est leur désir et leur conviction d'enseigner, leur amour de l'enseignement, leur passion pour nos enfants. Et c'est très difficile de suivre comment on va être en mesure, avec le gouvernement de la CAQ, d'assurer à tout le monde une saine égalité des chances dans notre réseau de l'éducation. Parce qu'en fait, maintenant, on leur dit, si vous avez à une date fixe un droit acquis, mais vous changez de commission scolaire, oups, vous perdez votre droit. Mais inquiétez-vous pas, vous êtes bien mieux de rester dans votre école. Mais rêvez pas de devenir directrice ou directeur d'école, ça ne fonctionnera pas, là. Donc, on vient mettre un frein à leurs aspirations. Et ça, c'est assez alarmant dans notre société. Et sincèrement, de dire à d'autres enseignantes qui vont intégrer l'école, il va y avoir 2 catégories d'enseignants. Droit acquis, pas droit acquis. Donc, des gens qui ont le droit de porter un symbole religieux, d'autres qui n'ont pas le droit de porter leur symbole religieux. Qu'on leur dit, en fait, bien, entre 8 heures et 4 heures de la journée, votre religion, le gouvernement de la CAQ ne s'en préoccupe pas. Votre droit de croire est suspendu. Comme si personne ne pouvait se dissocier de ses valeurs, de sa foi, de ses croyances. C'est impossible à faire. Alors, vous comprendrez, Madame la Présidente, que pour nous, c'est inacceptable. Et on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Bien, il y a des jeunes dans le comté de mon collègue, le député de Viau, Louis-Joseph Papineau, très belle école, avec de très beaux programmes. Et d'ailleurs, de temps en temps, on a la chance d'entendre certains de leurs étudiants, de leurs élèves, à la radio 98.5, qui débattent tellement de façon articulée que certains devraient même prendre des notes. Alors, ce que pensent des adolescents de Montréal? Ces jeunes filles de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Montréal croient que la laïcisation de l'État ne passe pas par l'interdiction du port de signes religieux. Victoria Delima, élève de l'école Louis-Joseph Papineau, même si elle ne porte pas le voile, Asma Mokhtari, une jeune musulmane, se sent atteinte par cette loi. Elle pense à ses amies qui désirent devenir enseignantes et devront réfléchir à leur choix de carrière, advenant l'adoption du projet de loi 21. J'aimerais que tout le monde ait le droit de rêver et de faire le métier de leur rêve. Le projet de loi prévoit que les enseignants des écoles primaires et secondaires du réseau public ne pourront pas porter de symboles religieux au travail. Les signes religieux ne représentent pas seulement qu'une démonstration de foi, selon Christopher Jean, un jeune Québécois d'origine haïtienne. Ça fait vraiment partie d'eux. Et de leur demander de l'enlever, c'est comme leur demander de rejeter une partie d'eux-mêmes. Ça, Madame la Présidente, c'est les paroles d'un jeune élève du secondaire. Pour Christopher Jean,
Le gouvernement abuse de son autorité en exigeant le retrait des signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité. Le port de signes religieux et la foi sont profondément reliés à la question identitaire pour cette adolescente d'origine haïtienne. Et je cite, « Plus équitable pour tout le monde, si la laïcité était présente, ça ne fonctionne pas. » Alors, vous comprendrez, Madame la Présidente, qu'on a quand même plusieurs jeunes de Montréal qui se sentent vraiment troublés par ce projet de loi 21. On en a même une de Matane. À l'instar des jeunes montréalais, la matanéaise Léa Gauthier s'est prononcée contre le projet de loi. Elle estime qu'il est inconcevable d'exiger d'une personne qu'elle renie ses valeurs. Moi, je ne mange pas de viande, ça fait partie de ma personnalité. La personne qui porte un voile, eh bien, ça rejoint ses valeurs et nos valeurs, ça fait partie de notre personnalité. Léa Gauthier, élève de la polyvalente de Matane. Alors, il faut croire que c'est pas juste à Montréal, là. Même en région, on en parle. Mais savez-vous quoi? C'est pas juste au Québec qu'on parle du projet de loi 21. La CAQ a réussi à faire parler de nous à l'international et pas pour les bonnes raisons. À New York aussi, on parle de nous. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir 2 représentants de New York dans le cadre des consultations particulières sur les maternelles 4 ans. À la toute fin, j'ai posé la question à ces 2 New-Yorkais. Vous, là, vos enseignantes, est-ce qu'elles ont le droit de porter le voile? Estomaqués, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « ben oui ». Après, ils ne comprenaient pas ma question. Je comprends qu'ils ne comprenaient pas ma question. D'une part, le gouvernement de la CAQ les invite au Québec pour nous parler à quel point que leur modèle à eux d'éducation est tellement bon. Le modèle new-yorkais là, des maternelles 4 ans, mur à mur, c'est super bon. On devrait s'inspirer du modèle new-yorkais. Mais le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a oublié de mentionner, là, bonjour, Monsieur le ministre, il a oublié de mentionner qu'à New York, on n'interdit pas aux enseignantes qui portent des symboles religieux de faire leur métier. Alors, les représentants de New York étaient abasourdis et ils m'ont confié qu'ils trouvaient ça abject, et que c'était inconcevable et qu'avoir su, là, ils auraient peut-être repensé à 2 fois avant de devenir témoins pour le gouvernement parce que ça ne rejoint pas les New-Yorkais. En fait, là, en Amérique du Nord, ça ne rejoint pas grand monde, à part, évidemment, le premier ministre qui veut absolument marquer l'histoire. Il va la marquer, l'histoire. Ça, je lui accorde. Il va la marquer parce qu'il est entêté. Entêté à ne pas vouloir entendre raison. Entêté à dire des affaires qui divisent la population québécoise. Quand on est rendu à commander des sondages, là, des fois, je me pose la question, les sondages qu'ils commandent puis que des fois ils diffusent, est-ce qu'il y en a d'autres qui ne diffusent pas? Qui sont moins, disons, favorables au gouvernement? Parce qu'à un moment donné, on entendait le ministre au secrétariat, le responsable du secrétaire anglophone qui disait « Ah, les anglophones sont pour le projet de loi 21 ». Je peux vous dire qu'on a tous resté surpris, là. Finalement, il y a un vrai sondage qui est sorti, et non. Si on revient encore dans le réseau de l'éducation, plusieurs sont venus à mon bureau de comté. Pourquoi? Parce qu'elles sont étudiantes en ce moment, à l'université. Elles veulent devenir enseignantes. Et elles posent la question, moi, en ce moment, je suis rendue à mon année 3. Il me reste une autre année à compléter, plus mon stage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais avoir le droit de travailler? Elles sont inquiètes. Puis, dire inquiète, c'est un euphémisme. Certaines parlent de quitter le Québec. Elles ne se sentent plus les bienvenues. Qu'est-ce qui est arrivé en 7 mois? Ah, pardon, on sait qu'est-ce qui est arrivé, le gouvernement de la CAQ a été élu, là, mais de façon plus concrète, pourquoi que le gouvernement de la CAQ ont décidé que diviser le Québec était une priorité et qu'à la place de s'occuper de d'autres dossiers tout aussi urgents, que selon nous, on considère davantage urgents, ils ont décidé que c'était celui-là, le projet de loi 21, qui était une priorité. S'occuper du monde vulnérable, ça, on va attendre un peu. Parler des enfants handicapés, ça aussi, on va attendre. Régler la question pour les enfants autistes, on va attendre. Mais le projet de loi 21, ça, il faut avancer à un pas de régime militaire excessivement rapide. Maintenant, si on passe à l'autre question, les policiers. Donc, au Québec, si on comprend bien, sur le territoire québécois, on va avoir des policiers de la GRC qui vont pouvoir porter des symboles religieux, mais tout ce qui est policiers
Montréal ou la SQ, Laval, eux, non, ça va être interdit. Donc, 2 classes de policiers. Qu'est-ce qui se passe dans les centres judiciaires, pénitenciers, prisons, centres de détention? Au niveau fédéral, vous avez le droit de porter vos symboles religieux. Au niveau du Québec, vous n'avez pas le droit. Ah! Tribunaux, Cour municipale, Cour du Québec, pas le droit de porter les symboles religieux, mais Cour supérieure, Cour d'appel du Québec, est-ce qu'eux vont avoir le droit de porter des symboles religieux? Ça, je me pose sincèrement toutes les questions pratico-pratiques. Est-ce qu'ils ont véritablement réfléchi aux conséquences de leur projet de loi? Plusieurs ont changé d'opinion au cours des 10 dernières années. Mais nous, on est resté constants. On est resté le grand phare et défenseur des libertés individuelles. Tel est notre rôle. Les centrales syndicales sont venues ici en commission. Elles ont évolué leur position. Parce que ce que les gens parlaient de consensus Bouchard-Taylor, nous, on a toujours dit qu'il n'y a jamais eu de consensus. C'est un faux consensus. C'est un compromis. Et aujourd'hui, tant M. Bouchard que M. Taylor se sont distancés de leur propre rapport pour différentes raisons. Mais les centrales syndicales qui représentent leurs membres, tant la FAE, la Fédération autonome des enseignants, la CSN, CSQ, tout le monde, on est rendu ailleurs. Mais ça, le gouvernement de la CAQ n'en parle pas, refuse d'écouter. Alors, vous comprendrez que c'est difficile pour nous, lorsqu'on entend le gouvernement dire on est à l'écoute, on travaille pour tous les Québécois. C'est drôle, parce que les centrales syndicales qui représentent les enseignants ne sont pas du tout écoutées par le gouvernement de la CAQ. Ni dans le projet de loi 21, puis encore moins dans le projet de loi des maternelles 4 ans, puis des projets de loi sur les frais facturés aux parents. Donc, la grande constance au gouvernement de la CAQ, c'est d'avancer sans écouter. On a une promesse, advienne que pourra, nous, on livre la marchandise, peu importe ce que ça coûte, même si c'est le gros prix. Parce que suspendre les libertés individuelles, Madame la Présidente, ça, il y a un coût à payer, mais clairement, c'est personne du gouvernement de la CAQ qui va le payer. Ce sont des femmes et des hommes qui vont être ciblés, majoritairement des femmes. Et ici, sans aucun motif légaux. Parce qu'évidemment, le gouvernement de la CAQ ne peut pas procéder par renvoi, aller devant les tribunaux. Parce que s'il avait l'audace d'aller devant les tribunaux, il devrait préparer un dossier de cour. Dans ce dossier de cour, il devrait démontrer factuellement quelle est la problématique à laquelle le projet de loi 21 tente de répondre, quelle est l'urgence du projet de loi 21, quel est le motif supérieur qui commande que le gouvernement vienne suspendre des droits fondamentaux. Et évidemment, c'est pour cela que le ministre de l'Immigration ne procède pas par renvoi, parce qu'il se ferait ramasser par les tribunaux, comme ça a déjà été le cas lorsqu'il a déposé son projet de loi 9 sur l'immigration. Les tribunaux, moi j'ai rarement vu, puis je suis toujours avocate, mais j'ai rarement vu dans une décision de la Cour un paragraphe de 4 mots. Le gouvernement a tort. Je pense qu'on pourrait reprendre ce passage de cette décision du gouvernement, du tribunal de la Cour supérieure de Montréal, puis ramener ça pour le projet de loi 21. 4 mots. Le gouvernement a tort. Encore une fois. Dès que j'ai été élue, rapidement, j'ai eu un moment de télévision avec la nouvelle vice-première ministre. Elle a dit en ondes, « Ah, la clause dérogatoire a été utilisée un paquet de fois. » Ça m'a tout de suite ébranlée. Puis j'ai demandé de quel article vous parlez. Elle n'était même pas dans la capacité de me dire le numéro d'article. Pourtant, l'article 33, c'est pas facile. Hein? Habituellement, tout le monde le connaît quand on veut l'invoquer. Et ça, je me suis rendu compte que dire et répéter des affaires plusieurs fois dans la tête des caquistes, ça devenait vrai. Pourtant, l'article 33, la clause dérogatoire pour suspendre des droits et libertés fondamentaux, dans l'histoire du Québec, une fois, ça a été appliqué. Dans le reste du pays, 2 autres fois. Alors, lorsqu'on dit un paquet de fois, là, c'est de la désinformation. Pour venir bonifier des droits, oui, ça a été utilisé de façon préventive, mais jamais pour suspendre. Alors, Madame la Présidente, l'information est cruciale. Et pour nous, au Parti libéral du Québec, ce projet de loi, on ne pourra jamais voter en faveur de celui-là.
Merci, Madame la députée. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. I'd like to say that I'm pleased to have an opportunity to raise my voice in opposition to proposed Bill 21. But quite frankly, I question the fact that we're discussing a bill that proposes a solution to a problem that doesn't exist. To suspend a fundamental right, there needs to be a reason, a threat, and an emergency. You cannot suspend fundamental rights just to please the majority. And it's clear that there is no threat to our Quebec nation, to our identity, or to our province that requires us to discuss and pass proposed Bill 21. But don't take my word for it. The legal experts who presented briefs at the Parliamentary Commission were very clear that there is no threat, Madam Speaker. The education groups that presented made it clear that there is no issue in our schools. The fact that two school boards, the English Montreal School Board and the Lester B. Pearson School Board, went so far as to say that they would not implement this bill is passed is proof that there is no problem in our system. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que le projet de loi 21 ne protège pas l'identité québécoise. Comme eux, le Parti libéral du Québec a des principes. Nous croyons à l'importance des libertés individuelles et nous ne pouvons pas être en accord avec la volonté du gouvernement. Un gouvernement responsable est un gouvernement responsable envers la population, et non une partie de la population, mais la totalité de la population. Cela signifie qu'ils doivent écouter. Ils devraient faire des compromis. Ils devraient penser non seulement à la majorité, mais à la minorité. Ils doivent agir dans le meilleur intérêt pour tous les citoyens. Malheureusement, le projet de loi 21 ne respecte pas tous les citoyens. Le projet de loi 21 crée du profilage religieux, particulièrement envers les femmes musulmanes. Ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés. As a multicultural riding with thriving communities who sport various religious symbols, predominantly Muslim and Jewish, it is impossible not to see the richness that diversity brings to the Québécois society. I invite members of the government to come to my riding of Westmount St. Louis to visit with the leadership of Muslim and Jewish communities, as I've had the privilege to do on a regular basis. In fact, the Canadian Council of Muslim Women happens to be in the riding of Westmount St. Louis. They visit my office on a regular basis. They've offered to help educate the community. They've offered to help go on missions so that we can demystify, so that we can share their values, so that they can explain what's fundamental and important to them, so that they can build the bridges that my colleagues have spoken to you about today. Et ils ont des questions, Madame la Présidente, telles que: aurais-tu une plainte quelconque d'une enseignante causée par le porte de son voile? Car vous savez, Madame la Présidente, il faut faire la différence entre une hypothèse gratuite et la réalité. Et je n'aborde pas les autres professions qui seront fermées pour ces femmes, car ils portent le hijab. Je me répète, le gouvernement propose des solutions à un problème qui n'existe pas. Cependant, le message implicite que la communauté entend, surtout la communauté des femmes musulmanes, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à ces femmes. Que disons-nous à la communauté musulmane native du Québec? Savez-vous que la moitié de cette communauté, Madame la Présidente, au Québec est native? Peut-on dire à toutes celles-ci de retourner chez vous ou d'adopter des valeurs québécoises? Justement, comme Québécoise de souche, Madame la Présidente, moi-même, je crois fermement que l'ouverture à l'autre et la tolérance, ce sont des valeurs québécoises. Notre culture distincte en tant que Québécois est profondément enracinée dans l'expérience d'être une minorité. D'après notre expérience de l'exclusion, nous ne devrions pas prendre de revanche sur les autres, mais rester des défenseurs contre la persécution. Nous avons une identité forte au Québec et nous, le Parti libéral du Québec, nous continuerons de le défendre.
Surtout que, comme malheureusement d'autres mesures présentées par le gouvernement, ce projet de loi divise au lieu de rassembler. Madame la Présidente, des questions fondamentales sont en jeu et nous nous assurons de les protéger jusqu'au bout. Je dois vous mentionner non seulement mes craintes au projet de loi 21, mais surtout ceux des citoyens de Westmount-Saint-Louis. D'ailleurs, durant la semaine en circonscription, j'ai eu l'opportunité de rencontrer différents groupes dans mon comté. J'ai aussi participé à l'activité Ma députée dans ma classe à l'école Westmount High, où nous avons abordé plusieurs sujets, notamment celui de la laïcité. Ainsi, je leur ai demandé à ces élèves ce qu'ils pensaient du projet de loi 21, et voici la réponse qu'ils avaient pour moi. Et les questions. Numéro 1. Le projet de loi n'est pas juste et équitable, car les groupes minoritaires se font imposer des lois par le gouvernement. Et je veux rappeler les gens ici dans cette salle qu'on parle des élèves de 16 et 17 ans. Si une personne a le droit de se dévêtir, pourquoi n'aurait-elle pas le droit de se vêtir comme il le veut? Est-ce que c'est juste que le gouvernement nous dise comment s'habiller? Nous sommes dans un pays, une province qui est libre et démocratique. En agissant ainsi, nous venons non seulement tenir à notre réputation, mais nous effaçons l'une de nos valeurs de base, qui est la liberté individuelle. Numéro 4. Comment avoir un signe religieux empêche une personne d'enseigner? Et numéro 5. Nous pensons que le projet de loi est plutôt dirigé vers un groupe de personnes plutôt qu'à la population générale. Et j'en passe, il y en avait plusieurs de discussions que nous avons et plusieurs questions. Malheureusement, les gens de l'école Westmount High n'ont pu exercer leur droit de vote lors de l'élection le 1er octobre 2018 à cause de leur âge. D'ailleurs, les jeunes ne se sentent pas écoutés puisqu'ils ne sont pas en âge de voter. Ils se sentent comme des minorités ou ils ont les mains liées. And this is wrong. We're taking actions today here in this government that are going to have an impact on the students and the children that are going to inherit these laws that we're going to be passing. How is it that their teacher can dress inappropriately, but the government will prohibit them from wearing a kippah or a kirpan? I'm impressed with their maturity. They were clear in expressing their ideas and understanding that what people wear will not stop them from having religious beliefs because that's something that you carry in your heart and in your head, and it's not something that you wear on your head that's going to fundamentally change what you believe in. Je tiens à souligner également que nous avons reçu énormément de courriels à mon comté, et ce, à tous les jours concernant le projet de loi 21. Les gens sont inquiets, anxieux et veulent des réponses, mais aussi des solutions. D'ailleurs, si vous me permettez, Madame la Présidente, j'aimerais vous lire un courriel d'une étudiante de Dawson College, aussi dans le comté de Westmount-Saint-Louis, concernant ses inquiétudes et les inquiétudes de ses camarades concernant le projet de loi 21. My name is Samantha, and I'm a law, society, and justice student at Dawson College. This semester, in the framework of my Introduction to Politics class, I was asked to take action on an issue I hold to be important. In the face of the tabling of Bill 21, the issue would choose to become clear to me. I have a deepest appreciation for the value of diversity of thought, belief, religion, culture, and opinion. It seems unreasonable to me that a government who claims to stand for those same values could ever support such a xenophobic bill. While secularism is an important part of our society, Bill 21 goes beyond those barriers and boundaries of the concept, using it as nothing more than a mere excuse justifying the harassment and discriminatory treatment of minority groups, in particular minority religious groups. We, Dawson students, do not approve of Bill 21. I also had the opportunity to visit the study, another school in the riding of Westmount-St. Louis, with my colleagues, the deputy of Jacques-Cartier and the deputy of Saint-Laurent, to discuss proposed Bill 21. How did these students get 3 M&As to visit their schools all at once? They wrote a letter, a great letter, and in it, the young woman of the study who ensured that everybody came to her school to talk to her and her colleagues about Bill 21, it says, "It's terrifying to think that my generation,
the next generation of workers has to reconsider their career paths or their futures as Quebec citizens so they can protect their basic rights and freedoms. Laicity of the state is not laicity of the individual. It is people who represent our government, people who have likes, dislikes, families, and beliefs. This is what makes our society strong. Je suis tellement fière de la relève qui nous suit, Madame la Présidente. Ça démontre que nous avons une jeunesse forte qui comprend que les décisions puis les actions de notre gouvernement puis de nous tous ici à l'Assemblée nationale vont avoir un impact sur eux dans le futur. Et je suis fière d'eux parce qu'ils lèvent leur voix. Et j'appuie cette position. Et juste la semaine dernière, j'ai reçu une lettre ouverte signée par des étudiants et professeurs de la faculté de droit de McGill contre le projet de loi 21. Et je cite, « Nous, sous-signés en tant qu'étudiants et professeurs de la faculté de droit de McGill, désirons porter à l'attention de l'Assemblée nationale du Québec les points suivants. Que le projet de loi 21 porte atteinte aux libertés de conscience et de religion, ainsi qu'aux droits de l'égalité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Le respect des minorités religieuses est la marque d'une société pluraliste et multiculturelle. Que le contexte mondial actuel est caractérisé par une forte croissance de l'islamophobie et que le projet de loi 21 ne fera que perpétuer la discrimination envers les minorités. Ici, au Québec, nous connaissons les efforts dévastateurs de l'islamophobie. 6 personnes ont perdu la vie lors de l'attaque de la Grande Mosquée de Québec en 2017. Que la notion de neutralité religieuse de l'État n'est pas mise à mal lorsque des personnes en situation d'autorité reflètent la diversité de la société. Qu'il est faux de prétendre qu'un employé ou agent de l'État dont l'identité religieuse est apparente ou constatable ne peut s'acquitter à ses fonctions avec neutralité et impartialité. Que d'empêcher des minorités religieuses d'accéder à des emplois de la fonction publique va à l'encontre de la neutralité religieuse de l'État, un aspect fondateur du constitutionnalisme canadien qui ne peut pas être suspendu par la clause nonobstant de la Charte canadienne. Que nous nous opposons vivement au projet de loi 21, that we strongly oppose Bill 21. Therefore, we call upon the CAQ government to withdraw Bill 21 immediately. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Québec de retirer immédiatement le projet de loi 21. End of citation. It's a powerful message when those that inherit the earth from us, the ones that are watching us closely, reach out to those that represent them and implore them to hear them, implore them to pay attention to the messages that are important to them. How many more examples do we need? And will the government listen to them? Et parlons-en de la clause dérogatoire, Madame la Présidente. En plus de brimer les droits fondamentaux, de nombreux intervenants en commission parlementaire ont souligné que ce projet de loi serait contesté devant les tribunaux malgré le recours aux clauses dérogatoires. L'ampleur de la clause dérogatoire envisagée par le gouvernement est aussi de nature à susciter d'importantes craintes pour les régimes québécois des droits et libertés de la personne. Non seulement la clause dérogatoire projetée vise-t-elle l'ensemble des dispositions du projet de loi 21, mais elle suspendrait l'application des articles 1 à 38 de la Charte. Even the Canadian Bar Association calls on Quebec to remove the notwithstanding clause from proposed Bill 21. And quite frankly, if the government is convinced its law is constitutional, then it should let the court do its job. By invoking the notwithstanding clause, the government is depriving citizens of the ability to make an enlightened decision about legislation that limits the rights of religious minorities, such as Muslims and Jews. Puisque nous ne sommes pas en mesure de passer l'exigence de la première étape, la loi 21 ne devrait pas passer. Si la loi, au sens large, échoue au test Oakes,
dans laquelle j'y crois fondamentalement, sera un de seuls de points ci-dessus. Comme vous le savez, Madame la Présidente, notre système de justice est très chargé. Ainsi, je me pose la question, pourquoi le gouvernement n'est pas plus ouvert aux discussions sur le projet de loi 21 si nous savons fort bien qu'il terminera devant les tribunaux? Le ministre nous répète que son projet de loi est applicable. Pourtant, si les courtes consultations parlementaires, telles que décrites par ma collègue la députée de Marguerite Bourgeois, nous ont démontré quelque chose, c'est bien ces difficultés d'application. Le professeur de droit et liberté Louis-Philippe Lampron nous a entretenu clairement que les difficultés d'application, particulièrement chez les enseignants, de l'article 6 du projet de loi. Le CSQ nous a exposé que le projet de loi recèle une série d'imprécisions importantes. Et dans ce contexte, il y a fort à parier que l'application de le projet de loi au sein des établissements d'enseignement sera au mieux variable, au pire arbitraire. It's no wonder school boards have said no to the application of this bill. How could they explain the dichotomy to their staff? You have seniority, so you can wear a hijab. You're a new employee, so you can't, so you have less worth. Is that what we're saying to our teachers? Is that what we're saying to our society? How is it that one person's fundamental right is worth more than another's? How can we make this distinction? And the bill certainly does not do that for our society. And how will they police the inequity? Are we going to literally call the police? Are we going to sanction them? Are we going to fire them? Is this what we're saying? What message are we teaching our youth and our students? In our schools, we have ethics, religion, and culture courses, ERC. Our Minister of Education was actually a former teacher of ERC, where we teach diversity, we teach multiculturalism, we teach inclusion, and a variety of schools of thought, because that is the strength of our society, and it's quite an oxymoron to teach one thing and practice the opposite. Madame la Présidente, something is fundamentally broken in our system when the government proposes members of Parliament in the National Assembly make changes to the Charter of Rights and Freedoms by way of closure, or bâillon. It's unconscionable, and it is an insult to the population of Quebec, and it screams that the government does not take their rights, and my rights, and the rights of everyone in this room seriously. I'm fearful of what my children and our citizens will be faced with in the future with a government that takes such little notice and regard of our rights, rights that have been hard-fought, that they callously toss them aside and remove debate and discussion. That is not who we are. We are better than that. Le Québec a une belle histoire en termes de protéger et promouvoir des droits de notre population québécoise. Le 25 avril 1940, sous le gouvernement libéral d'Adler-Godbout, la loi octroyant le droit de vote aux femmes était adoptée à l'Assemblée nationale. En 1961, nous avons élu la première députée et ministre femme dans une équipe libérale dans la circonscription de Jacques Cartier. Elle a contribué à l'adoption des lois progressistes pour les droits des femmes. En 1964, elle fait adopter la loi sur la capacité juridique de la femme mariée, permettant aux femmes mariées d'exercer des actes juridiques sans le consentement de leur mari. En 1969, elle fait adopter la loi concernant les régimes matrimoniaux et l'établissement de la Société d'Aquet. En 1972, Mme Marie-Claire Kirkland-Casgrain, ministre des Affaires culturelles, alors seule femme membre de l'Assemblée nationale, a déposé le projet de loi 63, loi sur le Conseil du statut de la femme. Et je continue, Madame la Présidente. Il y a presque 44 ans, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, je répète, à l'unanimité, la Charte des droits et libertés de la personne. Malgré l'adoption de la Charte, le gouvernement veut enlever les droits que les élus de tous les partis politiques confondus ont votés. Aujourd'hui, avec l'avancement et l'évolution de la société, des droits de la personne devraient être pleinement protégés et même qu'ils devraient être définis davantage pour justement éviter l'abus d'un gouvernement envers les minorités.
The treatment of minorities by a government is indicative of far more than just the treatment of one group. It is a microcosm of the government's commitment to the protection of all of our individual rights and freedoms. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Alors, je suis prête à reconnaître un autre intervenant. Il n'y a pas d'autres intervenants. Alors, le principe du projet de loi numéro 21, loi sur la laïcité de l'État, est-il adopté? Alors, adopté. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Je vous demanderai un vote par appel nominal. Monsieur le leader du gouvernement. Je demanderai qu'on reporte le vote à demain lors des affaires courantes. Alors, le vote sera reporté à demain aux affaires courantes. Monsieur le leader du gouvernement. Président, je vous demanderai d'appeler l'article 17 pour la suite de nos travaux. Alors, l'article 17 du feuilleton. Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur propose l'adoption du projet de loi numéro 12. Loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à permettre l'encadrement de certaines contributions financières pouvant être exigées. Y a-t-il des interventions? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, on vous écoute. Merci bien, Madame la Présidente. Alors, le projet de loi 12, comme vous l'avez dit, c'est une loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à permettre l'encadrement de certaines contributions financières pouvant être exigées. Donc, j'espère que ce projet de loi va franchir ce soir ou alors demain l'étape cruciale de son cheminement, c'est-à-dire l'adoption. C'est beau, l'espoir, hein? On vit tous d'espoir. Donc, avant de procéder, je vais vous dire simplement que ça a été un long processus. En 2007, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse rappelait dans un mémoire, dans un rapport important, que la loi actuelle, la loi sur l'instruction publique, était floue, n'était pas claire, était bafouée régulièrement parce qu'elle n'était pas claire et qu'il y avait des commissions scolaires qui l'interprétaient de façon, disons, créative et que ça pouvait occasionner des frais aux parents, mais surtout des inéquités d'un endroit à l'autre. Et ça a duré pendant presque 12 ans comme ça, alors que les anciens partis se sont succédés, sachant que la loi n'était pas claire, était incomplète, ce qui nous a menés à devoir éponger plus de 150 millions de dollars lors d'un recours collectif. On est obligé de payer comme gouvernement 150 millions de dollars pour absence de leadership des deux partis qui se sont succédés. 150 millions de dollars qu'on aurait eu besoin, évidemment, pour améliorer les services directs aux élèves, des millions qui ont été détournés de leur mission première. Alors, on n'a pas attendu 11 ans, on a attendu quoi? Quelques mois, avant de rédiger ce projet de loi, selon 3 principes: équité, clarté, accessibilité. Équité et clarté parce qu'il faut que la loi soit simple et que son règlement soit limpide, qu'il puisse être interprété dans les 72 commissions scolaires par tous les légistes du monde, dans les plus de 2500 écoles, dans tous les conseils d'établissement de la même manière. Et accessibilité parce qu'il faut bien le dire, rien de ce qui était gratuit sera chargé à l'avenir, mais plusieurs choses qui étaient facturées seront gratuites. Donc, c'est important de le mentionner parce que bien des gens essaient de faire peur aux citoyens et puis essaient, même, disons, de leur faire croire que le principe même de la gratuité serait attaqué avec ce projet de loi-là. Rien n'est plus faux. Il y aura plus d'accessibilité à nos écoles, à nos programmes particuliers dès septembre que ce qu'il y a eu cette année, sans compter évidemment que ce sera plus clair et que ce sera plus équitable parce que ce sera partout pareil. Alors, je ne m'étendrai pas longtemps parce qu'on en a déjà beaucoup parlé et que les parents, dans les conseils d'établissement, les directions d'école, les enseignants, les directions générales de commissions scolaires ont trouvé déjà que ça a beaucoup trop traîné parce qu'ils sont en train de retarder tous les envois, de retarder les adoptions des frais qui seront facturés ou qui ne seront pas facturés parce qu'ils vivent un flou en ce moment. Ils ne savent pas à quoi s'attendre pour septembre prochain. Et tout ça doit être adopté dans les conseils d'établissement, avalisé par les commissions scolaires. Et
certains qui, disons, ont répété plusieurs fois les mêmes mots, c'était peut-être dans le but de faire du temps, ou en tout cas, ça nous a fait pas mal, bien, ça a retardé de quelques semaines l'adoption de ce projet de loi-là, et ce sont les élèves, les directions, les enseignants et les parents qui en ont payé le prix. Je veux simplement rappeler que les manuels scolaires, le matériel d'art, le matériel d'éducation physique, le matériel de sécurité sera gratuit, que les factures qui seront envoyées aux parents devront être claires et détaillées, qu'en aucun cas on ne pourra plus facturer à l'avenir pour des frais administratifs, pour des frais d'examen liés parfois à des sélections, pour des frais d'administration. C'est terminé. Il n'y aura plus de flou, il n'y aura plus de recours collectif, il y aura plus d'accessibilité et il y aura une plus grande décentralisation parce que les frais qui pourront être chargés, par exemple pour un cahier d'exercice ou pour une sortie scolaire, au-delà des 2 sorties scolaires gratuites qui ont été annoncées la semaine dernière avec ma collègue, la ministre de la Culture, lorsque des frais pourraient être chargés pour une 3e sortie scolaire, pour une sortie sportive, eh bien, à chaque fois, ça devra être appuyé, validé par le conseil d'établissement sur lequel, je rappelle, les parents sont majoritaires. Donc, évidemment, qu'avant qu'une facture puisse être envoyée, elle devra être claire, limpide, respecter des critères qui seront bien définis et ça devra être appuyé par le conseil d'établissement. Le règlement qui viendra préciser et donner des détails suite à ce projet de loi-là devra obligatoirement être révisé dans un délai de 2 ans. Et ça, c'est extrêmement rare que dans la loi, on inscrive que le règlement devra être éprouvé, testé sur le terrain et ensuite revalidé à l'intérieur de 2 ans pour être bien certain que les balises que l'on donne pour les frais chargés aux parents, mais particulièrement, je vous dirais, pour les services de garde et pour le transport, puisque de nouvelles balises seront données dans les prochaines années, seront à jour. Donc, je suis très content que nous terminions l'étude de ce projet de loi-là et que nous l'adoptions très bientôt. Le milieu scolaire le demande, les directions d'école, les directions de commissions scolaires, les présidents et présidentes de commissions scolaires et les fédérations des comités de parents. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Y a-t-il des interventions? Madame la députée de Saint-Laurent, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous comprendrez que je vais commencer, mais que je vais devoir continuer à la prochaine fois. Le ministre de l'Éducation parle pour son projet de loi numéro 12 de 3 principes cardinaux: équité, clarté, accessibilité. Mais il faut croire qu'il a perdu le nord parce que la valeur numéro 1 en matière d'éducation, c'est d'abord l'égalité des chances. Alors, avant de nous parler d'équité, clarté, accessibilité, parlons tout d'abord de la gratuité scolaire pour avoir l'égalité des chances de tous les enfants québécois et non pas seulement les enfants québécois dont les parents ont les moyens d'avoir accès à une éducation. Alors, c'est pour ça que, Madame la Présidente, je trouve ça un peu inusité de parler ici de valeurs, de principes cardinaux, alors qu'il manque d'abord le principe même de l'éducation au Québec. Prenons d'abord clarté. Le projet de loi numéro 12 nous demande en fait ni plus ni moins qu'un chèque en blanc. Dès le départ, on a demandé pendant plusieurs semaines, on a talonné le ministre pour avoir son règlement, son projet de règlement. Alors, ça a pris des semaines avant qu'on l'ait. Alors, quand on parle de clarté, pour nous, c'était tout sauf clair. On nageait en plein brouillard. En matière d'équité, comment on peut parler d'équité alors que ce n'est pas tous les enfants qui auront accès à des programmes, des projets particuliers? Le ministre a dit, c'est pas grave, ils n'auront pas accès aux projets pédagogiques particuliers, mais ils pourront faire, après l'école, des heures avec d'autres programmes. C'est comme si, au fond, il y avait 2 catégories d'élèves. Ceux que les parents ont de l'argent peuvent faire des projets pédagogiques particuliers. Ceux qui n'ont pas d'argent vont faire du parascolaire. Le ministre parle de dire que ce qui était gratuit va rester gratuit, ce qui ne l'était pas gratuit ne restera pas gratuit. Madame la députée de Saint-Laurent, compte tenu de l'heure, les travaux de l'Assemblée sont ajournés à demain, mardi, le 4 juin, à 13h40.